Vidal dit que c'est super important de s'intéresser aux mathématiques et de plus en plus quand on s'intéresse à la philosophie. Et les deux arrivent à en parler de Pascal. Je peux dire un truc ? Ouais. Typiquement conversation de gars qui se la racontent quand même. Hein. Franchement. Tu crois pas si bien dire parce que Trintignant dit un truc du style « Je suis en train de relire Pascal ». Insupportable. Salut tout le monde, vous écoutez ou peut-être vous regardez sur YouTube Calmos le podcast. Je suis David Honora, accompagné comme toujours de mon acolyte Hugo Alexandre. Et dans ce nouvel épisode, nous avons le plaisir de recevoir une invitée, Samia Basile. Salut Samia, ça va ? Salut, oui, toi ? Bah ça va bien. Et vous ? Ça va très bien. On est super chaud. Ouais. Bon, alors Samia, je te présente rapidement. Tu écris et animes l'excellent podcast Le Love Gang, dans lequel tu décryptes les relations amoureuses en racontant chaque semaine une vraie histoire d'amour à un ou une invitée. Exactement, c'est ça. J'adore raconter des histoires et avoir les réactions en direct de l'invité. Donc c'est pour ça que j'adore le format de votre podcast. Je trouve que c'est très bien trouvé. D'ailleurs, pour rendre à César ce qui t'appartient, clairement, on s'est bien inspiré du fait que parfois tu racontes des films, notamment dans tes hors-séries de Noël, où une fois notamment tu m'as raconté une comédie romantique de Noël. On a complètement volé le format, c'est la même chose. Sauf que moi, c'est vraiment des films de merde. C'est mon choix éditorial. Et c'est la différence, parce que nous, c'est plutôt des films qu'on aime bien. Il y aura peut-être des films de merde aussi, on ne sait pas. Peut-être. De temps en temps. Ou des films que l'invité... Je ne sais pas si tu vas aimer le film qu'on va raconter dans cet épisode. On verra. Et puis, pour ne citer qu'un autre élément de ta foisonnante biographie, tu as été finaliste de la dictée de Pivot en 2005. Wow. C'était la dernière édition des Dicodor. Incroyable. La dernière édition des Dicodor, j'ai commencé, c'était en 3e, et quand on a fait la finale, j'étais en 2e. J'avais un article dans Le Parisien et tout. Mais je me suis ratée à la finale nationale. Tu te souviens de quelques mots, le mot qui t'a fait échouer Justement, Hugo, parce que pour moi, je savais que ça allait te faire plaisir. Hugo est aussi féru d'orthographe et de grammaire française. Ouais. Est-ce que tu sais écrire cheval d'Orson ? Il me semblait que oui, mais sûrement que non, du coup. Alors, épelle-le. Donc, cheval comme un cheval. Ouais. Ah, il y a un problème de tiret, non, certainement. Alors, il y a aussi une sorte de tiret. Tu mettrais un tiret ou pas ? Non. D'*ARCCDON. S. Alors, S. Il y a un S et il y a un tiret. Il y a 2 R. Ah, putain, mais oui, il y a 2 R. Et voilà, toi aussi, tu échoues en finale. Comme ça vient. Moi, j'ai appris maintenant, je sais l'écrire. Bon, on enchaîne là. Hugo est dégoûté. Putain, je vais pas m'en remettre. Bon, faut pas qu'on Laissez-moi 10 minutes. Faut pas qu'on traîne trop sur l'introduction parce qu'on a un gros morceau aujourd'hui. Je rappelle juste, du coup, en 2 mots, le principe de ce podcast. Dans chaque épisode, l'un de nous, en l'occurrence, aujourd'hui, ça va être moi, l'un de nous raconte un film en entier à quelqu'un qui ne l'a pas vu. Alors, passons au film que je vais raconter dans cet épisode parce que, comme je disais, c'est un gros morceau. Et pour l'occasion, j'ai mis ma veste de cinéphile parce que c'est vraiment, on est sur un truc pointu. Parce que c'était moi l'invité, tu t'es dit, il faut absolument que ce soit pointu. Franchement, prépare-toi, on est sur du cinéma art et essai, très intello, mais on va pouvoir quand même rigoler, on va essayer de rendre le truc fun et sympa. C'est un film d'Éric Rohmer, sorti en 1969, et ça s'appelle Manu chez Maud. Pour commencer, est-ce que tu sais des choses sur ce film, Samia ? Est-ce que tu en as déjà entendu parler ? Absolument pas, vraiment pas du tout. Je pense que j'ai déjà vu au total un film de Éric Rohmer. Ah, quand même ? Lequel ? Ouais, je me rappelle plus. D'accord. Ça fait longtemps. En fait, honnêtement, je me rappelle plus. Donc, je ne connais pas du tout la filmographie et je n'ai rien entendu sur ce film. Et quand tu m'as dit que ça allait être le sujet du podcast aujourd'hui, je me suis dit, je vais pas me spoiler. Je vais jouer le jeu à fond. C'est parfait. Voilà. C'est parfait. C'est ce qu'il faut. D'ailleurs, quel est plus généralement ton rapport au cinéma ? Est-ce que tu te je me suis intéressée au cinéma il y a 10 ans. On va dire. Donc, j'ai une très très bonne connaissance des films qui sont sortis depuis 10 ans en fait au cinéma, parce que je vais quand même beaucoup au cinéma. Mais ma culture cinématographique a beaucoup de lacunes en fait. Donc, il faudrait que je rattrape pas mal de classiques. Mm-hmm. Même si les classiques, je trouve que ça va un peu tout et rien dire, parce qu'on peut mettre énormément de choses dedans. C'est un peu comme dans les livres en fait, pareil. Il y a des gens qui disent « Ah, j'ai lu tous les classiques ». Bravo, vraiment, je ne sais même pas qu'est-ce qu'on peut qualifier de classique. Il y a des gens qui disent vraiment ça, j'ai lu tous les classiques. Il y a des gens qui disent ça. J'ai lu tous les classiques parce qu'ils ont lu 2 Maupassant et 3 Zola. En cinéma, on ne pourrait pas trop dire ça, parce que vraiment, c'est très diffus comme concept. Ceux qui ont lu tous les classiques, souvent, ça peut être des personnages des films d'Éric Rohmer. En fait. Voilà. Ils pensent le même genre de veste que toi, je pense. Mais non, puis en plus, qu'est-ce que c'est qu'un film classique ? Un film qui est sorti il y a 3 ans peut déjà être peut-être qualifié de classique, j'imagine. Mais en tout cas,
ça, voilà. Donc, j'ai une bonne connaissance des films sortis au cinéma ces 10 dernières années, mais par ailleurs, j'ai beaucoup de lacunes. Bah, c'est pas un problème. Hugo, juste toi, où tu en es sur Éric Rohmer, et je crois que Manu Chemaud, pour le coup, toi, tu l'as déjà vu. Alors, j'ai vu quasiment tous les films d'Éric Rohmer. J'aime beaucoup Éric Rohmer, mais Manu Chemaud, je dirais pas que c'est celui que je préfère. Et justement, c'est celui pour lequel je mettrais le plus ma veste de cinéphile, je pense. Parce que, en fait, les films de Rohmer, contrairement à ce qu'on pense, ils sont la plupart du temps très accessibles. C'est des discussions entre des gens sur l'amour que n'importe qui peut avoir, en fait. Et c'est pas forcément le cas de ce film où le personnage principal est plutôt intellectuel et il a des grandes théories et il parle de Platon, je sais pas quoi. Enfin, tu nous expliqueras. Non, Pascal plutôt. Enfin, je sais plus, mais justement, ça, j'ai un petit peu. Platon ou Pascal, restez jusqu'au bout pour le savoir. Justement, j'ai un petit peu oublié parce que je l'ai vu il y a longtemps. Et peut-être que je l'ai vu quand j'ai commencé à découvrir Rohmer et ça m'a peut-être un peu piqué au début. Et finalement, peut-être que ce serait moins douloureux aujourd'hui. Ok, bah pour ma part, moi, c'est vraiment un de mes films préférés de Rohmer. Moi aussi, j'aime beaucoup et moi aussi, j'ai vu quasiment toute sa filmo. Mais honnêtement, c'est un film quand même assez aride. Effectivement, un peu verbeux par moment. D'ailleurs, dans la manière de le raconter, ça va pas être si simple parce que parfois, il y a des longs tunnels de dialogue que je vais essayer de restituer de manière pas trop chiante. Mais c'est surtout un film que je trouve hyper riche. Il y a vraiment des tonnes de choses à lire entre les lignes, à essayer d'analyser dans des détails du jeu, dans des silences, dans des expressions du visage. Okay. Mais parlons pas trop avant de commencer à raconter ce film parce que c'est le moment, tout simplement, de le raconter. Allons-y. D'abord, c'est un film en noir et blanc. Et un film en 1,33, donc en 4/3. De quelle année d'ailleurs ? T'as pas précisé ? 1969, je l'ai dit tout à l'heure. Ah, pardon. On commence sur un premier plan silencieux, sur un paysage de campagne en hiver. Et puis, vraisemblablement, on est dans le contre-champ, on découvre l'acteur principal du film, Jean-Louis Trintignant. Il est au balcon d'un chalet, il contemple la campagne. Il est tout seul, il est en costume avec un long manteau noir, il fait un peu froid, et on le voit rentrer à l'intérieur, fermer la porte, il descend, il prend sa voiture, et il part. Et on enchaîne sur la route, en caméra embarquée, la route de campagne. Okay. C'est un début de film très silencieux, on suit un personnage solitaire. On voit la campagne à l'horizon. Dans un virage, il y a une croix de chemin, une croix, un crucifix. Ça a une importance. D'accord, très bien. La campagne défile, et puis un peu dans le lointain, on voit une assez grande ville, avec une grande cathédrale gothique qui se détache à l'horizon. Une cathédrale en pierre noire. Est-ce que vous avez une idée de quelle ville il s'agit ? Alors là, ça peut être vraiment énormément de villages de campagne. Enfin, même de villes. Ouais. Cathédrale, c'est comme une grande ville avec pierre noire. Non, c'est Clermont-Ferrand. Ok. Et parce que c'est de la pierre volcanique, en fait. À Clermont-Ferrand, la cathédrale est très, très particulière. Bon, bref, Trintignant descend de sa voiture, il est garé près d'une église. Là, je donne des détails pour les férus d'église. Il est devant une basilique de style roman auvergnat, donc c'est pas du tout le même style architectural que la cathédrale. Ça, ce serait important pour l'intrigue aussi. Bah, tout ce qui concerne les églises est central dans le film. Le catholicisme est un gros sujet de Manu Chemaud. On entend les cloches sonner, il y a un plan, la caméra s'attarde sur le clocher. Et dans le plan suivant, on voit Trintignant de dos à l'intérieur de l'église. Et donc, les premières paroles qu'on entend dans le film, c'est le prêtre qui donne la messe. Ok. Ça commence comme ça, il n'y a pas la moindre parole avant ça. Trintignant suit la messe, il lit sa Bible en même temps, et puis on le voit réciter le Notre Père. Et pendant la prière, il y a un cut sur une femme de profil, qui est une belle femme blonde avec un serre-tête. Donc ça définit un peu le personnage. Déjà, serre-tête, je ne sais pas si vous... Versailles, moi ça me fait penser à ce style-là. Bon, on est à Clermont-Ferrand, mais... On est sur les Versaillais de l'Auvergne. Clairement, on est sur ça. Donc elle aussi, elle récite le Notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. D'ailleurs, c'est l'occasion de vous demander, Samia, d'ailleurs, ton rapport à la religion, en général. Je crois que tu allais me tester sur ma culture. Mon rapport à la religion... J'ai pas du tout été élevée dans la religion. Moi, ma mère est musulmane. Mon père s'est converti à l'islam aussi avant de se marier avec ma mère. Ouais. Mais mon père a grandi, lui, dans le catholicisme. En tout cas, il a été baptisé, etc. Mais moi, vraiment, la religion, c'est très éloigné de moi. Je crois qu'il y a un moment où on nous a mis, c'était pas encore le catéchisme, c'était un peu avant, quand on est plus jeune encore, et ça s'appelait les belles histoires. Ça vous dit un truc ? À chaque fois que j'en parle, personne n'en a entendu parler. Pour moi, les belles histoires, c'est un magazine de Bayard Presse.
avec des histoires dedans, quoi. C'est genre avant, j'aime lire. Moi, je pense que c'était un scam, en fait. C'est qu'on nous a fait croire que c'était un pré-catéchisme, en fait, je sais pas quoi. Et puis ma mère nous a retiré dès qu'on est rentré, je crois, avec ma sœur, et on a commencé à dire qu'il fallait qu'on raconte les mauvais trucs qu'on avait fait. On était petites, quoi. Ma mère, elle a dit non, mais franchement, c'est quoi ce truc, quoi? C'est des gamines, quoi. Donc, ça n'a pas. On n'a pas poursuivi. Et t'as fréquenté des Versaillais? Alors oui, donc j'ai vécu à Versailles et à Fontainebleau. Donc vraiment les religieux assez extrêmes. C'est souvent lié à des histoires, des valeurs un peu racistes, etc. Pas du tout, je trouve, les vraies valeurs du catholicisme. Oui, parce que en fait, tu as fréquenté des cathos de droite. De droite. Parce qu'il y a et j'ai rencontré plus tard des cathos de gauche. Qui militent aussi notamment sur plein de sujets de gauche, et donc je me suis rendu compte que c'était possible de faire les deux. Mais moi, mon rapport en tout cas à la religion catholique, c'était plutôt en effet des Versaillais et des Bellifontins, donc très on place très très à droite. Oui, on place les noms. J'avais pas l'info. J'aurais pu vous quizer sur le nom des habitants de Fontainebleau. Toi, Hugo, ton rapport à la religion? Je suis pas baptisé. Mais par contre, je suis curieux des textes, en fait. Savoir ce que ça raconte, parce qu'il y a quand même de belles histoires, effectivement. C'est vrai. Tu lis la Genèse, et du coup, j'ai rattrapé quelques livres de la Bible, et la Genèse, à chaque phrase, il y a une histoire de fou, en fait. Je trouve ça, en fait, ça a un peu influencé tout un tas d'histoires, et notamment le cinéma. Donc, c'est intéressant à lire. Et je pense qu'il y a des préceptes intéressants de vie. Après, il faut trier, évidemment. Mais en fait, c'est un peu l'ancêtre du développement personnel. C'est ce que j'allais dire, en fait. Ouais. Donc ça m'intéresse en ce sens-là, quoi. Mais à part ça, non. Mais c'est intéressant pour la culture. Tu as raison aussi de t'intéresser à ça par rapport à... Au fait, il y a des références partout dans la culture, que ce soit littérature, cinéma et tout. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir les références. Et toi, David ? Moi, mon rapport à la religion, un peu confus. Ma mère est de Clermont-Ferrand. Elle est plutôt d'une famille catholique de Clermont-Ferrand. Et toi, tu connaissais la cathédrale moi, j'ai passé plusieurs vacances en Auvergne. C'est pour ça que tu as aimé le film, en fait, c'est tout. C'est juste il y a des résonances possibles. Ouais. Mon père est très athée, donc j'étais un peu entre les deux. J'ai eu à un moment un rapport à la religion plutôt dans des paroisses avec des cathos de gauche, pour le coup. Par exemple, je connais le Notre Père. Le flex, la prière qu'ils sont en train de réciter. Mais voilà, je me suis un petit peu éloigné avec le temps. Ma religion, c'est le cinéma, en fait. Oh, wow. C'est beau. Bon, on arrive à la fin de la prière. Et on revient sur Trintignant, qui est un peu dans ses pensées. Et au moment de dire « Et ne nous soumets pas à la tentation », qui est à la fin du Notre Père, il jette un petit regard de côté en direction de la jolie blonde. Le coquin. Cut sur elle. Et là, elle se tourne brièvement derrière lui. Et il y a un échange de regards dans l'église. Très bien. Bon, on est à la sortie de la messe. On suit la jeune femme blonde qui est incarnée par Marie-Christine Barrault, qui entamait à l'époque une longue carrière au cinéma et au théâtre. Elle a été notamment nommée à l'Oscar pour Cousin-Cousine en 1977. Elle a une grosse carrière. Ça me donne l'occasion de faire un petit point sur les âges. Au moment du tournage du film, Jean-Louis Trintignant a 39 ans, Marie-Christine Barrault, elle a 25 ans. D'accord. Donc ça vous donne un peu l'écart d'âge entre les personnages. Dans le film, les personnages ont 34 et 22 ans. Trintignant la suit du regard, il est sorti aussi de l'église en même temps. Et elle va récupérer son Solex, une mobilette, sorte de vélo amélioré. Lui, il fonce prendre sa voiture. Et là, on est à nouveau en caméra embarquée. Il la suit en bagnole dans les rues de Clermont-Ferrand. C'est une scène de poursuite, mais alors vraiment très lente. On a Clermont-Ferrand, on n'est pas à Los Angeles. Il y a un peu de circulation et tout. Et il y a quand même un peu de suspense. De filature, plutôt. C'est une filature, ouais. Une filature de stalker. Enfin, en 2025, on dirait. À un moment, il y a une voiture qui lui barre la route. Et là, il stresse, il se dit qu'il va perdre sa trace. Il klaxonne, il est un peu en panique. Et il a perdu la meuf qu'il essayait de rattraper. Et il repart, il l'a perdue vraiment. Il cherche de partout, elle n'est plus là. C'est quelque chose que tu pourrais faire, toi, Samia, si tu flashes sur un gars, de le suivre? Je pense pas. Franchement, je pense pas. Je pourrais avoir envie de le faire et regretter de ne pas l'avoir fait peut-être, mais je me sens pas du tout de faire ça. J'avais un copain une fois qui m'avait raconté qu'il avait vu un gars dans le métro et qu'il avait commencé à changer son itinéraire pour le suivre de loin. Puis finalement, il n'avait pas osé l'aborder, mais quand il m'a raconté ça, j'étais vraiment horrifiée. Je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment creepy. Non. Et en plus, là, la dynamique, c'est vraiment le mec qui suit la meuf. Ça n'a rien à voir. Ouais. J'accepterais plus qu'une femme suive vaguement un homme. Enfin, il y a quand même des limites. Mais c'est vrai qu'un homme qui suit une femme, non. S'il n'y a pas eu d'échange,
de parole à ce moment-là, soit tu espères le retrouver dimanche suivant, soit c'est comme ça. À l'époque, il n'y avait pas Instagram, on ne peut pas retrouver la personne, c'est compliqué. Tant pis, il faut l'accepter. Toi, Hugo, tu suis souvent des meufs. Tout le temps. Non, du coup, justement, là, il y a une façon de la revoir, c'est de revenir la semaine d'après, effectivement. Donc, et puis, si tu ne la revois pas, c'est pas grave. C'est le destin, quoi. La relation qu'ils ont initiée, en fait, elle ne tient qu'à un eye contact, donc franchement, il n'y a pas assez d'éléments pour... Exactement, parce que aussi, les gars, des fois, vont penser que juste parce que tu as vaguement esquissé un sourire ou que tu as juste croisé le regard, ça veut dire quelque chose et c'est une invitation. Et ça, non. Enfin, rarement, en tout cas. Bon, du coup, revenons au film. Trintignant, il ne se formalise pas beaucoup plus que ça. D'ailleurs, il y a eu un cut, il est dans son chalet, il est assis à son bureau, il boit un café, il a un crayon à la main et il est en train de lire une démonstration mathématique sur la loi de Pascal. Ah, ok. Voilà. C'est une façon d'occuper son temps libre, ok. Exactement. C'est hobby, c'est de faire des mathématiques. Cut, sonnerie de réveil, Trintignant se réveille en pyjama dans son lit, il écoute la radio, il est 6h30 du matin et c'est l'heure d'aller au travail. On le retrouve un peu plus tard dans une cantine d'entreprise, très probablement la cantine de Michelin, parce qu'on est à Clermont-Ferrand. Très bien. Tout le monde bosse chez Michelin. Ok. Il y a des indices qui attestent que ça peut être Michelin ou pas? C'est vraiment une très grosse boîte et plus tard dans le film, on aura la confirmation que c'est chez Michelin. Ça n'a pas beaucoup d'importance, mais en tout cas, c'est là qu'il bosse. Ça situe un peu le perso. Il est ingénieur chez Michelin. Ok. Et là, on assiste finalement, au bout d'une dizaine de minutes de film, au tout premier dialogue. Oh! Donc tout ce qui s'est passé depuis le début, il n'y avait pas de dialogue, à part le prêtre qui faisait son prêche tout seul. Et on est sur un dialogue typique de collègue mec, avec un mec qui raconte qu'il a pris un virage à 160 km/h alors que c'était limité à 60. Vraiment, ça positionne les persos, c'est vraiment les gars... qui se la raconte au boulot. De chez Michelin. De chez Michelin, en plus. Il devait avoir de très bons pneus. C'est vrai. Trintignant ne dit rien et il parle juste à la fin de la scène. On sent qu'il est un peu saoulé, enfin il ne s'intègre pas si bien à ses collègues. Il dit qu'il habite dans un chalet un peu excentré, un peu loin de Clermont-Ferrand et qu'il n'est pas chez lui, il est chez un collègue en déplacement. Ok. On enchaîne, la journée s'est passée, c'est la sortie de l'usine, il fait nuit. Nouvelle balade en voiture dans Clermont, toujours en caméra embarquée. Les décorations de Noël sont allumées. D'ailleurs, je suis en train de réaliser que je raconte en fait une comédie romantique de Noël. Exactement, tu connais ma passion pour ça. Il y a vraiment une continuité. Ouais. Et là, on a, pour la première fois dans le film, Trintignant en voix off, avec sa belle voix grave, qui dit « Ce jour-là, le lundi 21 décembre, l'idée m'est venue, brusque, précise, définitive, que Françoise serait ma femme. » Je suis désolée, c'est trop creepy. Et c'est un peu creepy. Et à ce moment-là, dans le montage, on voit la femme blonde de l'église, qui s'appelle donc Françoise, passer en Solex devant la voiture, se retourner et lui sourire. Mais attends, comment il connaît son prénom ? Rétrospectivement. Ah oui, d'accord. C'est pas une meuf qui connaissait d'avant. Il raconte l'histoire plus tard. Ça veut dire que le film est raconté rétrospectivement. Il y aura très peu d'occurrences de voix off. Moi, on peut s'attarder là-dessus. Je trouve ça vraiment creepy, non ? Ouais. Et d'ailleurs, c'est son rapport... je sais pas comment dire, au destin ou au choix un peu définitif et au côté un petit peu borné du mec, c'est un truc important qui définit le personnage. Qui définit le personnage. Et je trouve que c'est un truc qui était assez présent à un moment dans les films, et peut-être encore toujours aujourd'hui, mais le mec qui insiste, déjà qui a tout de suite le pressentiment qu'il va se passer quelque chose et qui ensuite va tout faire pour conquérir, je sais pas si c'est le cas dans ce film-là, mais en tout cas pour conquérir cette femme, c'est vraiment vu comme très romantique. Ouais. Et parce que peut-être aussi, dans la vie, on a peut-être moins de mecs qui vont manifester leur amour comme ça, ouvertement. Et c'est peut-être plus les femmes qui vont le faire. Donc peut-être que ça fait du bien dans les films de voir ça, mais je trouve que c'est quand même chelou comme comportement. Et moi, je pense que, en fait... le film va beaucoup porter sur la nature morale du personnage et en fait les trucs qu'il construit dans sa tête, dans son rapport aux femmes. Ok. Voilà, on est donc il y a une distance par rapport à ça. Après, la distance, c'est à nous de la voir. Enfin, je pense que, en tout cas, Hugo, tu peux me confirmer, mais le travail de Rohmer repose beaucoup sur
interroger le rapport moral des personnages, enfin leur choix, leurs décisions. Oui. Et souvent, les femmes parlent beaucoup, contrairement à chez beaucoup des collègues de Rohmer. Ouais. Après, dans ce film-là, j'ai quand même le souvenir que c'est beaucoup Trintignant qui parle. Donc, je ne sais pas de quel point de vue on se place vraiment dans le film. En fait, tout le monde parle beaucoup. Moi, je trouve que le personnage de Maud, qui va finir par arriver, parce que le film s'appelle Ma nuit chez Maud, et jusqu'ici, on choisit des films qui respectent leur titre. Le personnage de Maud est vraiment super. Et je pense qu'il n'y a pas... on n'est pas dans un truc d'adhésion totale au personnage en disant « Oh, il est trop romantique, il est super ». Non, il y a une distance du film. Très bien. Donc, en tout cas, ça place le fait que le personnage, d'un coup, flash en fait sur elle. C'est plus une histoire de coup de foudre. Et dans sa tête, il se dit « Cette femme, comme ça peut arriver à certaines personnes, cette femme, j'ai envie de faire ma vie avec elle. » Alors qu'il ne la connaît pas encore. Bon. Trintignant entre dans une librairie, il feuillette des bouquins sur le calcul des probabilités, toujours son petit hobby mathématique. Et ensuite, il va dans une autre librairie et il trouve les pensées de Pascal. Parce que Pascal, il faisait des mathématiques et aussi de la philosophie. Et là, on a carrément un plan sur un extrait du texte. Ça, c'est un genre de truc que Rohmer, cinéaste assez intello, aime bien faire. Parfois, il nous met des plans de couverture de texte. Et visiblement, vraiment, Pascal va être important dans l'histoire. C'est l'occasion de demander, Samia, est-ce que tu as lu Pascal ? Bah oui, en fait, c'est horrible, j'ai tout oublié. Mais oui, moi, je me suis même spécialisée en philo en prépa. J'ai fait 3 ans de prépa littéraire, spécialité philo. J'ai même eu une bonne note à l'ENS au concours de Normal Sup. Mais j'ai absolument tout oublié après. Donc, j'ai lu Pascal, mais j'espère qu'il n'y a pas de quiz qui arrive là-dessus. Il n'y aura pas de quiz sur ça, non, j'ai eu peur. Bon, Hugo, toi, t'as lu Pascal, tu le confondais avec Platon tout à l'heure. C'est comme j'ai vu les classiques, je peux pas dire j'ai lu Pascal, mais j'ai un peu picoré les pensées parce qu'en fait c'est des aphorismes et c'est des pensées en fait de 3-4 lignes, donc j'en ai lu un petit peu, mais c'est assez ardu quand même, donc j'ai un peu abandonné, j'avoue. Bon, cut sur Trintignant qui est à l'usine, il discute avec des collègues et dans la conversation il leur dit qu'il est catholique. Bon, ça on avait compris. Et a priori, ça va être important dans l'histoire. Le film insiste déjà lourdement sur ce sujet. Très bien. Et puis, un autre soir, on le voit entrer dans un café et tomber par hasard sur un mec qu'il connaît. Et il le formule avec cette phrase très nette. Il dit « Vidal, tu es à Clermont ?» On dirait presque une phrase d'OSS 117. Enfin, il y a un truc... Vidal. Vidal. Donc voilà. Donc on apprend que ce Vidal, que je vais désigner comme ça, donne des cours de philo à la fac. Il est avec une étudiante d'ailleurs qui va partir tout de suite, mais ça positionne aussi un petit peu le personnage. Ok. On a confirmation que Trintignant bosse chez Michelin depuis octobre et il revient d'Amérique du Sud. Il a un peu roulé sa bosse. Il a aussi vécu au Canada. Okay. Ils constatent tous les deux qu'ils ne sont ni l'un ni l'autre mariés. Et Vidal dit qu'en province, la vie de célibataire n'est pas très réjouissante, mais il précise qu'il y a de très jolies filles à Clermont. C'est juste qu'on ne les voit jamais. Sauf si on va à l'église. Sauf si on va à l'église, effectivement. Vidal s'étonne qu'ils se soient rencontrés dans ce café parce que ni l'un ni l'autre ne vient jamais dans ce café. Et c'est là que Trintignant saute sur l'occasion pour faire un peu de mathématiques et il lui démontre que c'est tout à fait logique qu'ils se croisent ainsi parce qu'en fait, leur trajectoire ordinaire ne se rencontre pas habituellement. Donc, c'est normal que ce soit dans l'extraordinaire qu'ils se rencontrent. Oh. Et donc là, il part sur les mathématiques, sur le calcul de probabilité. Et il demande à Vidal s'il s'intéresse lui aussi aux mathématiques. Et Vidal dit que c'est super important de s'intéresser aux mathématiques et de plus en plus quand on s'intéresse à la philosophie. Et les deux arrivent à en parler de Pascal. Je peux dire un truc ? Ouais. Typiquement, conversation de gars qui se la racontent quand même. Hein. Ouais. Franchement... j'aurais envie de leur foutre des baffes, quoi. Les gars qui n'en peuvent plus parce qu'ils ont lu vaguement, j'allais dire une page Wikipédia, à l'époque ça n'existait pas, mais en tout cas sur un philosophe, et puis qui aime bien les maths, et qui parlent de ça sur leur temps libre, je trouve ça un peu insupportable. Tu crois pas si bien dire, parce que du coup, Trintignant dit un truc du style oui, je suis en train de relire Pascal. Insupportable. On dirait Sarkozy quand il avait dit je suis en train de relire À la recherche du temps perdu. Bien sûr, oui. Donc voilà, bon. Ils commencent à parler de Pascal tous les deux, mais quand le sujet est abordé, Trintignant fait quand même un peu la gueule parce qu'il dit qu'il est en train de relire Pascal, mais qu'il est un peu déçu, même très déçu. Ah. Il trouve en fait que ça lui apporte rien, il trouve ça vide, il est très critique envers Pascal, notamment il considère que ça ne va pas dans le sens de son catholicisme actuel. Très bien. Donc Pascal, moi je vais y revenir, a beaucoup écrit autour de la religion. Et ses positions sur la religion ne conviennent pas beaucoup à Trintignant.
Et ils ont une conversation ensuite sur un sujet concernant Pascal qui a une grande importance dans le film, c'est le pari de Pascal. Est-ce que ça vous parle, le pari de Pascal? Alors, vas-y Hugo. Je pense que j'ai appris le principe du pari de Pascal dans Ma nuit chez Maud. C'est sur la croyance en Dieu, je crois. Il faut croire en Dieu. Enfin, vaut mieux faire le pari que Dieu existe et du coup, tu es récompensé, que de pas... En fait, je suis en train de m'emmêler. Donc, je vais te laisser le faire. Je vais essayer d'expliquer parce que c'est compliqué. Mais j'ai compris, en tout cas, le début de la réflexion. Je vais essayer de l'expliquer parce que ça a une vraie importance dans le film. Donc, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, Blaise Pascal, c'est un philosophe français, mais aussi un mathématicien. Donc, il est à la croisée des deux univers. Après, à l'époque, les philosophes étaient tous mathématiciens, philosophes, poètes. C'est ça. Voilà. Saltimbanque, jongleur. Saltimbanque, oui, exactement. Bon, et au XVIIe siècle, il a développé un argumentaire reposant sur un raisonnement mathématique pour défendre la religion contre les sceptiques, ceux qui ne voulaient pas croire. Et en fait, il ne pouvait pas prouver l'existence de Dieu, mais son idée, c'était de persuader qu'il était dans l'intérêt de toute personne rationnelle de croire en Dieu, pour une raison qui est expliquée par les mathématiques et qui est expliquée par la notion d'espérance mathématique, dont parle Trintignant dans le film. C'est le produit du gain par la probabilité. En fait, tu multiplies ce que tu peux gagner par la probabilité de le gagner. Et en gros, si Dieu existe, le gain pour le croyant est énorme, parce que c'est le paradis et l'éternité. Alors, même si la probabilité que Dieu existe est extrêmement faible, le gain est tellement fort que ça vaut le coup de faire ce pari. Okay. Et surtout de ne pas risquer l'enfer. Bah, c'est ça, parce qu'en fait, oui, je comprends. Oui. Et donc, dans le film, tout ça est dans un dialogue un peu surécrit. Il parle un peu comme dans des livres, mais ça reste suffisamment fluide. Vidal, qui se dit marxiste, transpose ce raisonnement à des convictions, à ses convictions idéologiques. Et en fait, il dit qu'il a beau douter du sens de l'histoire et de l'intérêt de l'engagement politique, croire à l'intérêt de l'action politique, c'est la seule hypothèse qui lui permette de vivre. Parce que si tu n'y crois pas, ça ne sert à rien, en fait. Tu rentres dans du nihilisme ou je sais pas. Ouais. Donc, tous les deux se retrouvent sur le pari de Pascal et sur le fait que s'il y a une récompense extrêmement forte, ça vaut le coup de prendre le risque. Ok, très bien. Bon. Tout ça, c'était un peu lourd à digérer. Et du coup, j'ai préparé un petit jeu. Oh. J'ai préparé un jeu un peu inspiré de ce que fait de temps en temps Adrien Méniel dans le Floodcast. C'est un jeu qu'il appelle des films qui baisent ensemble. Sauf que là, ça va être des films qui baisent avec des philosophes. Faut qu'on raccorde les films aux philosophes. Ouais. Alors, le principe est simple. Je vais vous lire des pitchs de films dans lesquels j'ai remplacé un des personnages principaux par un philosophe célèbre. Et la réponse, ça va être un jeu de mots assez foireux qui va imbriquer le titre du film avec le nom d'un philosophe. Voilà, vous avez compris? Donc, soit... Je suis pas sûre d'avoir compris. Tu donnes le nom du philosophe dans le pitch? Non, tu donnes son prénom. Il faut qu'on joue tantôt. Parfois, je vais parler de son œuvre, parfois, je vais donner son prénom. Donc, soit vous allez adorer, soit ça va être un fiasco total. Je vais faire honte à ma prof de philo de mes 20 ans, quoi. C'est pas vraiment... Enfin bon, on va voir, on essaye. C'est pas un quiz sur la philo. C'est expérimental, on le prend comme tel. J'espère que ça va être sympa. On commence avec le premier film. 1912, un jeune philosophe nihiliste s'apprête à embarquer sur le plus grand paquebot du monde. Titanic. Putain, t'es trop fort. D'accord, en fait, je commence à comprendre le jeu. Mais moi, j'aurais pas du tout la vélocité d'Hugo. Ça, clairement. Voilà, donc, à son bord, il va séduire une grande bourgeoise en parlant de volonté de puissance et du mythe de l'éternel retour, jusqu'à ce que le navire heurte un iceberg. Mais l'amour entre Rose et Friedrich survivra jusqu'au bout. Okay. Enfin, Friedrich va mourir parce qu'il ne va pas monter sur la porte. On enchaîne avec un deuxième film. Attention, difficile. Un philosophe à la réputation solide passe la nuit de la Saint-Sylvestre à répondre aux questions d'un inspecteur de police qui le suspecte du viol et du meurtre de 2 fillettes. Cet existentialiste austère se défend en brandissant les concepts de vérité subjective et disserte longuement sur la question de l'angoisse. Mais sa personnalité et le témoignage à charge de sa propre épouse vont faire de Soren un coupable idéal. Oui. J'ai ni le film ni le philo, sauf... Kierkegaard à vue. J'avais le film, mais j'avais pas le film. Franchement, bravo, quoi. Je suis impressionnée. C'était Kierkegaard à vue. Donc voilà, on est sur un niveau de jeu de mots quand même assez calamiteux. J'adore. Film suivant, autre univers.
Un petit philosophe rongeur rêve de devenir un grand chef cuisinier. Ah, Prêt à Ratatouille. tout pour vivre sa passion et développer ses idées sur l'ironie, la connaissance ou la vertu, il va influencer un jeune disciple avec des théories parfois un peu tirées par les cheveux et faire de ce C'est jeune disciple Ratatouille, mais c'est qui le Ouais, philosophe? T'as d'autres indices sur le philosophe? Ouais. et en fait, c'est son disciple. Sartre-Ratouille? Non, Non. c'est pas Sartre. Ah, Socrate? Socratatouille. Oh mon Dieu. Ah mais oui, le disciple, bah oui. Ouais, donc voilà. Socratatouille. Des théories un peu tirées par les cheveux. Voilà. J'étais content de ça. Sartre-Ratouille, c'est un bon film aussi. j'aime bien. C'est vrai. C'est autre chose. Film suivant. Sur les autoroutes désertées d'une Australie méconnaissable, une guerre sans merci oppose hors-la-loi et policiers. Parmi eux, il y a Karl, un justicier solitaire maniant les concepts tels que le fétichisme de la marchandise, Mad Max. Eh Bien oui, sûr, Karl. l'accumulation primitive du capital et la lutte des classes. Dans ce monde en pleine décadence, les bons, les méchants, le manichéisme disparaissent. Mad Max. Dans les années 60, Anna, une philosophe, qui se dit plutôt politologue, est passée maître dans l'art de l'escroquerie, allant jusqu'à détourner 2,5 millions de dollars. Son sujet de prédilection consiste à Arendt. Son sujet de prédilection consiste à théoriser le totalitarisme et elle développe notamment le concept de banalité du mal. Véritable caméléon, elle revêt des identités aussi diverses que celles de pilote de ligne, médecin, professeur d'université. J'ai Ouais. Anna Arendt, moi, si tu peux. Oui. Magnifique, de Steven Spielberg. Ah là là. Et le dernier, je crois que c'est mon préféré. Il est très chaud. En pleine Première Guerre mondiale, on suit l'exceptionnelle histoire d'amitié qui unit un jeune philosophe, Martine, et le cheval qu'il a dressé. Mais ils sont séparés alors que Martine planche sur des sujets comme la différence ontico-ontologique et l'ontothéologie, qui vont fortement influencer la phénoménologie au XXe siècle. Cheval de guerre. Cheval de guerre. Oh putain. Voilà, Pas mal. cheval de guerre. Magnifique, Franchement, très je beau, suis ouais. impressionnée, C'était- bravo. Magnifique. Bon, alors nous, on a fait un petit jeu, mais dans le film, il y a aussi un interlude, musical, pour le coup. Parce que Vidal et Jean-Louis vont insister... Ah oui, alors je l'appelle Jean-Louis parce que dans le film, je crois qu'il est jamais nommé, mais au moins au générique, enfin, je sais pas, mais en tout cas, il s'appelle Jean-Louis, comme Jean-Louis Trintignant. Donc c'est D'accord, pratique, je très bien. l'appellerai Jean-Louis ou Trintignant. Parfait. Vidal et Jean-Louis vont assister à un concert de musique classique. En fait, Vidal a convaincu Trintignant de l'accompagner au concert en lui disant qu'il y aurait sûrement de la meuf. Ok. Les deux, c'est des célibataires un peu, L'église ou le concert? un peu au taquet, ouais. À Clermont, Il apparemment, y a vraiment c'est là deux qu'on va options. pour pécho. Et donc là, vraiment, je disais, c'est un interlude. On a le droit à 2 bonnes minutes de Mozart. Ok. Sonate pour violon et piano, K378. Moi, j'y connais rien en musique et je sais même pas. Là, ça me dit rien, non, là. Avec ce nom-là. C'est comme ça qu'on dit les morceaux, faut numéroter des trucs. Oui, je crois que K, c'est le nom du gars qui a classé les œuvres. Parce qu'au départ, à l'époque, c'était ça trop le s'appelait pas bordel. comme ça. Ouais. Ok. Et puis, du coup, après, les deux mecs dînent au resto et Vidal propose qu'ils se revoient le lendemain. Sauf que le lendemain, c'est le 24. Comme je disais, on est dans une comédie romantique de Noël, exprès pour Samia. Et donc là, Jean-Louis, tout naturellement, invite son pote à la messe de minuit. Vraiment la grosse tête. C'est la teuf. Alors, Vidal, il explique qu'il avait prévu d'aller réveillonner chez une amie, mais que comme elle est divorcée et qu'elle doit aller chercher sa fille, c'est pas sûr qu'elle soit dispo en fin de compte. D'accord. Du coup, il propose à Trintignant leur plan de soirée, c'est qu'ils aillent ensemble à la messe de minuit et éventuellement derrière, qu'ils aillent tous les deux chez la copine. C'est marrant, ces gens n'ont pas de famille, mais c'est pas mentionné. Non, plus que ça. je pense qu'ils bossent à Clermont, ils n'ont pas de famille. Ouais. D'accord. Et ils rentrent pas dans leur famille. Ok, En ok. tout cas, c'est pas trop. Je crois pas que ça. C'est peut-être mentionné d'ailleurs. Ouais. Non, mais pourquoi pas, hein. Enfin, d'autres personnages dans le film mentionnent le fait qu'ils restent pour les fêtes, mais D'accord. Vidal, il a le même âge que Jean-Louis. Oui. C'est à peu près un trentenaire bien tassé. un trentenaire bien tassé, tout à fait. Mhm. Bon, cut messe de minuit. L'église est pleine. Clermont-Ferrand, vous inquiétez pas. Ils sont là, ils sont présents. Jean-Louis est pas très concentré pendant la communion parce qu'on sent qu'il cherche quelqu'un. Il Évidemment. cherche qui, à votre avis? Bah, la blonde, Eh oui, Françoise. vous avez bien suivi. Bon, cut, il la trouve pas. Elle est visiblement Elle a une pas famille, là. elle a une vie. Sûrement, exactement. Cut, les deux sont dans un bar. Et finalement, ils n'ont pas pu aller chez l'ami de Vidal.
Mais il insiste pour qu'ils aillent dîner chez elle le lendemain. Il explique que ça a été sa maîtresse, mais qu'il ne peut pas l'épouser. Alors, dans les fins des années 60, je sais pas, ou en tout cas dans ces milieux-là, tu parles beaucoup de mariage si tu as des relations avec des femmes. Oui, d'ailleurs, il a dit « ce sera ma femme », il n'a pas dit « ce sera ma copine ». Non, pardon. Mon plan cul. Oui, mais c'est Vidal. Ça a été, oui, mais les deux ont la même... le rapport au mariage, peut-être. Alors, on va revenir sur ce sujet. Mais donc oui, la copine en question a été la maîtresse de Vidal. Mais lui, il précise « je ne peux pas l'épouser ». On sait qu'elle est divorcée. Et il dit ça parce qu'ils ne s'entendent pas sur les choses du quotidien, d'après lui. Ah, ok. Il dit à Trintignant qu'elle est très belle. Et il est même assez cash en expliquant pourquoi il ne veut pas aller la voir tout seul. Il dit que s'il y va tout seul, il risquerait de recoucher avec elle. C'est toujours un risque. Réveillon, jour de Noël. En tout cas, c'est ça genre... incite à ça, moi je trouve. Dans le Love Gang, ça arriverait. C'est sûr. Cut, ils arrivent tous les deux le lendemain chez l'ami de Vidal. C'est effectivement une très belle femme, une brune pour le coup. Et elle est interprétée par Françoise Fabian. Ce qui est un peu tricky d'ailleurs, parce qu'au niveau des prénoms, dans le film, Françoise c'est l'autre dans le film. Ouais. Et elle, du coup, c'est Maude. D'accord, Maude. Donc Jean-Louis s'appelle Jean-Louis, Françoise s'appelle Maude, Marie-Christine s'appelle Françoise. Et il y a une blonde et une brune, comme souvent. Mais il y a une blonde et une brune, ça permet de bien identifier les personnages. Vrai. On risquerait de les confondre, sinon toutes les femmes se ressemblent, c'est connu. On est en noir et blanc. Oui, on est en noir et blanc, c'est vrai. Petit point sur les âges, Françoise Fabian, au moment du tournage, elle a 36 ans. D'accord. Donc elle est beaucoup plus proche de Jean-Louis Trintignant en âge. C'est une vieille peau, quoi. Non, elle est vraiment très belle dans le film. Ok. Elle les accueille sur son lit banquette dans le salon, qui est recouvert d'un plaid en fourrure blanche qui a l'air super doux. Je vous donne cette info Ikea qui est... Est-ce qu'il tâte un peu la banquette ou pas? En fait, tu vas voir que Vidal va aller assez vite tâter la banquette. Comment est votre banquette d'ailleurs? Elle est douce. Ouais. Bon, au départ, ils sont chacun sur un fauteuil. Et on est sur une conversation très badine. Elle dit qui va donner un peu des infos sur les personnages. Elle dit alors comme ça, vous étiez pas vus depuis 15 ans. Donc c'est des vieilles connaissances, mais qui s'étaient pas vus depuis très longtemps. Elle s'allume une cigarette. Et donc, comme je disais, Vidal, assez vite, est tactile. Il va un peu la chatouiller sur le lit. Ils s'entendent bien tous les deux. Et après, il est là, je ramène un pote pour pas coucher avec elle, mais il la chatouille, quoi. Dessus, non, mais franchement... Bon, il se calme quand même rapidement. Et il se calme notamment parce que le sujet de conversation est pas très sexy. Il raconte qu'ils sont allés à la messe de minuit. Et Trintignant, très vite, apparemment il a besoin de dire ça toujours très vite dans les conversations, il reconnaît qu'il est catholique pratiquant. Ok. Elle n'est pas très étonnée en voyant son look. Et elle les vanne un peu là-dessus. Elle leur dit « Eh ben mes amis, je trouve que vous puez vraiment l'eau bénite, tous les deux. » Bien envoyé. Et elle dit que comme Hugo, elle n'est pas baptisée. Donc ça situe les différents personnages. Alors ils passent à table et devinez de quoi ils vont très vite parler. D'amour? Pascal. Ah, bien sûr. Bonne réponse d'Hugo. Moi, je suis la tête de Trintignant. Évidemment. Cela dit, t'es rentré dans le perso. Cela dit, et c'est là que c'est intéressant, c'est que avec Pascal, on peut aussi très vite parler d'amour. Okay. Donc il parle de Pascal. Elle a pas lu Pascal, ou rapidement, ou elle s'en souvient pas très bien. Et en fait, Vidal, devant elle, donc là, autant on avait vu la conversation un peu de petits coqs quand ils sont que tous les deux. Alors imagine les deux devant une meuf. Ils se la racontent. Oh là là, un podcast en direct, quoi. C'est horrible. Je disais tout à l'heure qu'on peut parler de Pascal et parler d'amour. La conversation dévie sur le rapport au mariage. Et en gros, la table est partagée en deux. Maud et Vidal, c'est pas trop leur truc. Mais Jean-Louis, il est presque obsédé par ça. Il trouve que c'est un engagement magnifique. En tant que catholique, et il trouve que c'est le plus beau des sacrements. D'accord. Et d'ailleurs, il reproche à Pascal de dénigrer un peu le sacrement du mariage par rapport aux autres sacrements. D'accord. Ils sont en train de discuter quand la fille de Maud débarque en robe de chambre. Et elle demande un peu timidement à sa mère d'allumer le sapin. D'ailleurs, alors, petite parenthèse, il y a un truc moi qui me bouleverse un peu dans cette scène hyper anodine. C'est que le comportement de la gamine, qui est un comportement de gamin très naturel, qui m'a rappelé ma fille, et à la fois l'actrice qui joue le personnage dans le film, elle a l'âge de ma mère, quoi. Ah. Et ça me file le vertige, en fait. Ah, c'est trop bizarre. Je sais pas si ça vous fait ça parfois, quand vous regardez des vieux films, de penser à l'âge des personnages, et parfois qui sont plus jeunes ou plus vieux que vous. Oui.
Oui, des fois, surtout à l'époque, je trouve ils faisaient vachement plus vieux. Ouais. Rapidement, les gens, en fait. À 20 ans, déjà, ils parlaient comme s'ils en avaient Exactement. 40 ans aujourd'hui. Donc, c'est vrai que des fois, t'es là, oh là là, c'est une personne vraiment très adulte. Et puis, t'es là, 20 ans de moins que moi aujourd'hui, quoi. Ouais, Trop bizarre. Ouais, non, j'évite de trop penser à ces choses-là quand je regarde des films. J'ai pas envie de déprimer, ouais. Bon, alors, pendant que Maud est partie coucher sa fille, Vidal trouve dans la bibliothèque un exemplaire des Pensées de Pascal. Et ils repartent sur le débat autour du pari. Il s'installe dans le salon. Et au début, il parle de religion. Mais quand Maud revient, au début, elle est silencieuse, la caméra est sur elle. Vidal dévie la conversation et il dévie la question du pari sur un autre sujet, le rapport aux femmes. Ok. Donc, on a expliqué tout à l'heure ce qu'était le pari Pascal. Et en fait, c'est effectivement, on pourrait aussi le transposer. C'est-à-dire croire à l'amour ou pas ? Croire à l'amour, croire à l'engagement. Prendre le risque de l'engagement en fonction du gain qu'il peut y avoir derrière, des choses comme ça. Okay. Et on comprend que Jean-Louis, derrière ses aspects de mec très sérieux, a eu quand même un passé de grand séducteur. Mais contrairement à Vidal, il précise que lui, il n'a jamais eu de coup d'un soir. Et il dit que ça ne correspond pas à ses principes. Vidal, lui, il est quand même pas totalement convaincu de ce que lui dit Jean-Louis. Oh, putain, t'exagères quand même. Et là, on peut rien avoir dans la vie. Il est assez lourd. Non, mais en fait, il est pas non plus convaincu que Jean-Louis soit sincère par rapport à lui-même. D'accord, ok, très bien. Et d'ailleurs, là, du coup, Vidal est un peu lourdeau. Et en fait, il va lui demander très explicitement ce qu'il ferait s'il avait l'occasion, par exemple ce soir, par exemple avec Maud. Donc là, Jean-Louis... Il met les pieds dans le plat. il met vraiment les pieds dans le plat. Jean-Louis, il est gêné, il s'excuse un peu auprès de Maud, il lui dit que Vidal a trop bu. Donc effectivement, ils ont pas mal picolé depuis le début du repas entre leurs conversations philo. Et elle vient s'asseoir, Maud vient s'asseoir face à Jean-Louis, vraiment face à lui. Elle fait glisser ses pieds entre les siens, et tout près, vraiment les yeux dans les yeux, elle lui demande de répondre quand même. Ça l'intéresse d'avoir la réponse à la question. S'il avait l'occasion, qu'est-ce qui se passerait ? Vous avez déjà été dans cette situation où un pote vous met dans la sauce, en fait, vous avez un crush ou un truc. Franchement, pas aussi explicitement que ça, heureusement d'ailleurs. C'est pas très cool quand même de la part de Vidal. C'est horrible. Et puis en plus, la troisième personne n'a rien demandé. Ouais. Ça peut aussi la mettre très 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 mal à l'aise parce qu'elle n'a jamais envisagé déjà une relation, même sexuelle ou amoureuse, avec toi. Ouais. Quoi. Donc je trouve ça un petit peu cavalier. Je crois pas qu'on met à ce point... Franchement, non, je pense pas. Moi non plus, non. Ouais. Enfin, déjà, je serais pas dans la situation de Jean-Louis, là, parce que c'est plus la merde depuis le départ, le truc de vas-y, on va voir mon ex et tout. En fait, soit t'es la troisième roue du carrosse, soit ça finit en plan A3. Ouais. Mais il faut avoir vraiment envie de le faire, sinon, tu vois, tu te dis, qu'est-ce que je fous là, quoi. C'est ça. En fait, tout est super ambigu là dans la situation et on a du mal même à comprendre pourquoi Vidal, en fait, même un peu pousse Maud dans les bras de Jean-Louis. Enfin, il y a un truc... Et puis en plus, il y a vraiment un truc de j'ai chopé cette meuf et donc maintenant, tu peux la choper aussi. Enfin, il n'y a pas un truc de... la meuf, elle sera forcément consentante, quoi. Non ? Alors, c'est bizarre. En tout cas, là, dans son comportement, elle a l'air d'être plutôt séduite par mais Jean-Louis. Elle aurait pu ne pas l'être, en fait. Je sais pas, je trouve que c'est vraiment le truc c'est sûr que là, le comportement de Vidal, il est vraiment pas cool et Trintignant, ça le met super mal à l'aise. D'ailleurs, le film est en noir et blanc, mais on a l'impression de le voir rougir. Et il répond quand même. Et il dit, autrefois oui, mais plus maintenant, parce qu'il s'est converti. Donc maintenant, il est engagé dans ses principes, dans le catholicisme, et il a l'impression que ça ne correspond pas à ses principes d'avoir une aventure comme ça d'un soir avec Maud ou quelqu'un d'autre. Ok. Donc en tout cas, il le dit. Bon, Vidal, il est quand même sceptique. Et, il est relou, Vidal. Il est très relou. Le vieux mec relou, bourré, le pote, t'es là, putain, pourquoi je suis avec lui ce soir ? Totalement là-dedans. Et d'ailleurs, il fait ce truc très infantile de dire, à mon avis, c'est pas du tout tes principes ou parce que t'es converti. Il pense que c'est parce que Jean-Louis est amoureux. Et alors Maud, elle enchaîne et elle demande si c'est une brune ou une blonde. Mais Trintignant, il se referme et vraiment, il nie en bloc. Très bizarre comme question. Il dit, non, il y a rien, il y a personne. Mais les deux autres le suspectent d'être amoureux et que c'est pour ça qu'il n'est pas ouvert à d'autres tentations. Il est amoureux d'une meuf parce qu'il a aperçu une fois de loin. Et eux n'en savent rien. Ils n'ont pas abordé ce sujet. C'est juste qu'ils ont l'impression de voir un mec amoureux ou qui a quelqu'un en tête. Parce qu'un mec qui veut pas coucher avec une meuf, c'est forcément parce qu'il est amoureux d'une autre. Sinon, c'est impensable, quoi.
Ouais, en tout cas, c'est ce que les personnages pensent. Très bien. Il y a un petit moment de flottement, et puis Maud commence à s'installer dans son lit. Donc c'est un lit banquette, elle commence à déplacer les coussins, etc. Et elle dit qu'elle veut se coucher, mais partez pas en continuant la conversation, quoi. En mode, je me mets au lit, mais restez là. Space. Donc là, J'essaie d'imaginer c'est spécial. si c'était vraiment juste un film de Noël contemporain, le titre du film, quoi. C'est vraiment un Rappelons Noël que à 3. le film s'appelle Ma nuit chez Maud. Ouais, Voilà. c'est vrai. Bon, Jean-Louis, il sait pas trop où se foutre à ce moment-là. Maud, elle part dans la salle de bain. Et pendant ce temps, du coup, il se lève en mode je m'en vais, j'ai sommeil. Et Vidal essaie de le convaincre de rester. Donc lui, il push vraiment un peu relou. Maud, elle revient en chemise de nuit, elle se met au lit. Et elle en profite pour glisser qu'elle dort, je cite, toujours à poil. Donc elle fait quand même des appels de phare. Mais le pauvre Jean-Louis, qui est là, mais Pascal, mais la religion, putain. Alors Vidal, il va s'asseoir sur le lit près d'elle. Jean-Louis est debout, il fait la gueule. Mais Maud, de manière un peu autoritaire, dit à Jean-Louis d'aller se rasseoir dans le fauteuil. Elle lui dit, allez, on passe un bon moment, on continue à discuter. Donc ils discutent encore un peu. Et puis, Vidal voit que par la fenêtre, la neige commence à tomber. Jean-Louis dit qu'il va rentrer. Mais comme il habite un peu loin, Maud trouve que c'est trop dangereux. Elle raconte qu'un ami s'est tué comme ça, en voiture. Ah, c'est la croix qu'on a vue sur la route. Alors, c'est vraiment une croix de chemin, c'est pas l'accident. Mais par contre, il y aura un rappel scénario au fait qu'un de ses amis s'est tué. Elle essaie de le convaincre et elle dit qu'il pourra coucher dans la chambre d'amis. Et c'est à ce moment que Vidal, lui, il décide de s'en aller. Lui, il habite moins loin et il dit, moi, je vais me barrer. Oh, tiens, ok. Ok. Donc, il le fait. Et Maud et Jean-Louis sont maintenant tout seuls. Lui, il est dans le fauteuil, elle est dans son lit. Donc là, en fait, il sait toujours pas où se foutre. Et il décide à nouveau, et on va voir qu'il est vraiment très hésitant, il décide à nouveau de partir. Elle est un peu vexée. Et du coup, lui, pour se justifier, il dit qu'il pensait qu'elle l'apprécierait qu'il se fasse un peu désirer. Okay. Et là, elle répond très sèchement, pas du tout. Moi, quand je dis oui, c'est oui. Et quand je dis non, c'est non. Ok. Et on sent que c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Ça, et bien. elle a très clairement quand même affiché ce qu'elle voulait. Oui. Elle remet l'église au milieu du village. Exactement. Et l'expression est parfaitement appropriée. Et là, d'ailleurs, elle lui dit un truc intéressant. Elle lui reproche, en fait, de se soucier que de sa respectabilité. Jean-Louis, il pense qu'à lui. Il pense au jugement moral qu'il porte sur lui-même. Et il ne s'est pas dit que ça pourrait peut-être lui faire plaisir à elle, qui se sent peut-être un peu seule, de passer un bon moment avec lui, en fait. Il pense qu'à lui. Non, mais je trouve que elle lui met la pression de ouf. C'est horrible. Parce que parfois aussi, ça peut être une façon, c'est pas le cas ici, mais ça peut être une façon polie en disant non mais moi ce qui m'importe c'est la religion et le vrai engagement. Ça peut être une façon polie aussi de dire non à quelqu'un. Ouais. Et donc t'es là, t'insistes pas en fait. Ça c'est vrai. Et peu importe d'ailleurs la raison. Peut-être que Jean-Louis il a vraiment envie d'elle, de Maud. Peut-être que effectivement il est borné parce que il est soumis à ses principes moraux, mais c'est quand même à respecter, quoi. Chacun fait ce qu'il veut, en fait. Alors, effectivement, et je pense que Maud est raccord avec ça, qu'elle pense en fait la même chose que toi, et elle va jamais l'obliger à quoi que ce soit, sauf qu'elle le voit bien hésiter, donc elle sent qu'il y a quand même un désir de sa part, et sauf que ce qu'elle lui reproche, c'est que les raisons qui font qu'il ne cède pas à ce désir sont très auto-centrées. C'est-à-dire qu'il est dans un truc sur ses principes et qu'il ne parle que de lui. Mais en tout cas, c'est intéressant ce que tu dis. Voilà. Ils ont ensuite une conversation très intello. Pour vous donner une idée de à quel point c'est intello, à un moment, il lui sort « Contrairement à ce que vous pensez, je ne suis pas du tout janséniste. » Ah oui, déjà, il se vous voit. C'est vrai qu'il se vous voit. Et puis, elle lui demande de lui amener des cigarettes, ce qu'il fait. Et là, quand même, ce petit filou de Jean-Louis, il s'assoit sur le lit, l'air de rien. Donc quand même, en fait, c'est ça qui est un petit peu énervant. Enfin, je comprends que Maud, elle soit un petit peu saoulée de ça, c'est que autant elle insiste sur le fait qu'elle est claire et droite dans ses bottes, lui, il joue un peu avec le feu. J'aime pas les filous comme ça. Ouais. J'aime bien les gars qui savent un peu ce qu'ils veulent et qui assument. Du coup, il parle de Vidal. Et Maud dit que le pauvre va pas dormir cette nuit parce que il va penser à eux deux ensemble. Bah en même temps, il l'a cherché.
Exactement. Et puis en plus, il aurait pu dire à Jean-Louis, j'habite pas loin, viens dormir chez moi. Il a laissé exprès chez Maud. Ouais. Il est chelou quand même. Non, mais Vidal, je comprends pas son... Non, ce qu'il a sa dans la tête. psychologie. Ouais. Et Trop bizarre, Vidal. Jean-Louis non plus comprend pas. Et il dit, c'est lui qui a voulu partir, enfin il est assez terre à terre. Et là, elle lui dit un truc. Elle lui dit, vous êtes un peu bête parfois, au sens vous les hommes. Il vous a pas dit qu'il était amoureux de moi. Donc en fait, voilà, elle a des infos plus claires. D'accord. Et elle lui reproche en fait de pas avoir les signaux ou de pas comprendre en fait, de pas avoir l'intelligence émotionnelle d'avoir vu les sentiments qu'il pouvait avoir pour elle. D'ailleurs, Samia, j'ai noté que c'est un truc que tu dis, t'as dit plus d'une fois dans le Love Gang. Tu trouves souvent que les hommes sont bêtes globalement. Globalement. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, quand t'as dit vous êtes bêtes, vous les hommes, j'allais dire vraiment première phrase intelligente de ce film. Non, je rigole. Mais en tout cas, première phrase relatable de ce film, en tout cas. Ouais, c'est vrai, on se moque un peu. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu un commentaire disant que ce podcast était trop misandre et qu'il fallait arrêter de bâcher les hommes. Bref. Bon, elle explicite un peu plus ce qu'il y a derrière ça. Elle explique qu'elle sait bien qu'elle fait souffrir Vidal. Elle précise qu'elle a couché un soir avec lui, un peu par désœuvrement, et que depuis, il s'en remet pas, quoi. Et, et du coup, elle explique pourquoi Vidal a amené Jean-Louis. Ok. À ton avis, Samia, pourquoi ? Est-ce que c'est pour la tester ? Est-ce que c'est pour tester, pour voir si elle lui est fidèle ? Alors, c'est pas vraiment un test, d'après D'accord. elle. Hugo, tu t'en souviens ? Non. C'est précis et je trouve que c'est assez retors. Mais c'est pour rapprocher ces deux en fait, amis. je comprends un peu... Enfin, avant de me donner mon commentaire, je vais vous dire la raison. D'après elle, en fait, Vidal voulait avoir une bonne occasion de la détester. En fait, il veut faire un choc, en fait, faire un truc. Bon, en fait, ce qu'elle est en train de dire, c'est... Pardon, je t'interromps. Vas-y. C'est que c'est le mec qui a peur de ses sentiments. Ouais. Et qui est évitant, qui a un attachement évitant et qui, du coup, va tout faire pour saboter le truc. Alors, pas vraiment, parce que, en fait, Vidal, il a quand même des sentiments pour elle, qui sont assez peu réciproques, en fait. C'est plus ça le problème. C'est-à-dire que Maud, elle se voit pas du tout avec Vidal. Donc, en fait, lui, il souffre de ça parce qu'il est amoureux d'elle. Donc, et donc, il a besoin d'une sorte d'électrochoc. D'accord. Il préfère la détester que l'aimer sans retour. Oui, ou en tout cas, de passer par la détestation, ça peut faire un sas qui lui permettra après de rester ami avec elle. Mais il a besoin de Ça, c'est dans Pascal aussi ou Non, ça, c'est dans Romer. Et c'est un conseil que je commencerai à donner dans le podcast, peut-être. C'est pas si mal, en fait. Si vous voulez vraiment détester quelqu'un, au lieu de juste le bloquer partout, faites en sorte de le détester, faites coucher la personne avec votre meilleur pote, et puis au moins après c'est terminé, quoi. Ouais. En tout cas, la conversation se poursuit et Trintignant est toujours très hésitant. Et elle utilise ce mot, elle le trouve tortueux. Qu'est-ce qu'on pense quoi des mecs tortueux ? C'est vrai que c'est un peu relou. C'est vrai que soit tu dis... En fait, Jean-Louis, c'est vrai là, il commence à me saouler. C'est-à-dire, soit il dit non et il se barre, et il va dormir chez Vidal, qui apparemment a réussi à rentrer chez lui, donc il peut le faire. Ouais. Ou il décide de rester, mais il assume pourquoi il reste. Ou alors, vraiment, il reste dormir, mais c'est très clair. Il y avait la chambre d'amis, en plus. Exactement. Il y a la chambre d'amis. Là, il se met sur le lit et tout. Moi, les mecs tortueux qui aiment bien les « fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis », qui aiment bien créer une tension parce que c'est ça qui les fait se sentir vivants, ça me saoule. Ouais, après, le truc, c'est qu'ils sont dans une conversation en plus sur ce sujet-là. Donc, en fait, il peut pas, au milieu de la conversation, dire « Bon, salut, je vais dans la chambre d'amis », quoi. Elle stimule la conversation. Donc, oui, c'est vrai. Mais lui aussi alimente beaucoup le truc. Et il fait beaucoup de faux départs, quoi. D'accord. Il a fait plusieurs fois. Je me sens passif dans la façon dont tu racontes. Mais vous avez jamais été, vous, dans cette situation, en fait, d'hésiter Si, d'hésiter, oui, bien sûr. Ça m'est arrivé d'hésiter, mais pas à ce point. Enfin, il y a un moment où... Là, pour moi, clairement aussi, il a beaucoup dépassé. Mais du coup, dans ce cas-là, je prends pas d'initiative et je considère pas que s'asseoir sur le lit, ce soit vraiment une initiative très, très claire. Donc, en fait, c'est... je sais pas si je m'assirais sur le lit, je sais pas. Oui, moi, je pense que tu t'assirais pas sur le lit, quoi. Je m'arrangerais pour trouver un endroit plus neutre, je dirais. Oui, exactement. Ouais. En fait, et surtout que la meuf, elle s'est foutue en nuisette et tout. On est quand même... Et surtout, il y a un déséquilibre dans le sens où lui, il a eu toutes les infos, où il sait très bien qu'elle est OK pour coucher avec lui.
Elle l'a formulé explicitement. Oui. Et lui, il entretient l'ambiguïté. Ouais. C'est un peu moi, de toute façon, il y a longtemps que je me serais barré sous la neige et tout. Enfin, l'argument... Toi, t'aurais eu l'accident de voiture. L'argument, je suis vexé parce que tu restes pas à ma soirée. Franchement, il n'est pas recevable. Donc je me serais barré il y a longtemps. Et moi, si j'ai vraiment pas envie de coucher avec le gars, mais je reste pas une seconde de plus. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Alors, ça le refroidit qu'elle lui dise qu'il est tortueux. Et il se justifie avec sa morale chrétienne. Et en fait, il dit aussi que quand on est amoureux d'une fille, on n'a pas envie de coucher avec une autre. Alors, il a nié qu'il était amoureux d'une fille, mais... Je suis pas d'accord. Mais... En tout cas, je suis absolument pas d'accord avec ça, mais je comprends que ce soit l'idée. Ça peut être le cas de certaines personnes. Et en tout cas, c'est son cas. Okay. Enfin, en tout cas, il dit que c'est son cas. Très bien. Oui, il ne dicte pas en règle générale, il dit « moi, je suis comme ça ». Oui. Oui, lui, il est comme ça, très bien. Non, puis en plus, c'est assez répandu comme... Mais malgré tout, c'est pas si sûr, en fait, que Jean-Louis soit sincère. Parce qu'on a quand même l'impression qu'il a bien envie de coucher avec Maud. Oui. Dans son comportement, dans plein de trucs. Puis si l'idée, c'est qu'il est amoureux de quelqu'un d'autre et qu'on est censé penser que c'est Françoise, encore une fois, ça n'a aucun sens. Il n'a jamais adressé la parole. Ouais. Mais bon. Alors, il y a un truc que je vous ai pas dit au tout début du film, c'est que dans le générique, le titre du film est surmonté d'un 3 en chiffres romains. Parce que, en fait, c'est le 3e des 6 contes moraux réalisés par Éric Rohmer. Il a réalisé, au début de sa carrière, une série de films, un cycle, qu'il appelle les contes moraux. Les contes moraux ont tous une trame assez similaire. En gros, un personnage masculin qui hésite entre 2 femmes. Et sur l'expression conte moral, Rohmer, il a expliqué en interview qu'elle devait être entendue au sens littéraire du terme. Et donc il explique, du point de vue de la littérature, le moraliste est celui qui autrefois étudiait les mœurs et les caractères. Mes contes moraux sont l'histoire de personnages qui aiment bien analyser leurs pensées et leurs états d'esprit. Ce qui ressemble, à mon sens, à la description de quelqu'un qui écoute le Love Gang. Ah bah tout à fait, c'est exactement, ça devrait être d'ailleurs la tagline, très longue mais... Bon, donc on ferme cette parenthèse, mais en tout cas, voilà, on est vraiment sur un truc de la suranalyse. En fait, c'est tout l'objet de ce film, de comprendre voilà, ce qui anime les gens dans les sentiments amoureux. Non mais c'est vrai qu'en fait, j'arrête pas de bâcher, mais en fait, c'est vrai que c'est ce qu'on fait dans le podcast, hein. D'analyser le moindre truc, il a dit ça à tel moment, il a envoyé ça, il a mis un emoji. Alors, on ferme cette petite parenthèse sur les contes moraux. Jean-Louis est revenu dans le fauteuil et ils ont une conversation sur le mariage et la fidélité. Il lui demande pourquoi elle a divorcé. Et elle raconte que son mari avait une maîtresse, qu'elle avait un amant. Elle aimait énormément son amant. C'était l'homme de sa vie. Mais il est mort dans un accident de voiture il y a 1 an. Ah. Donc celui à qui elle faisait référence, son ami, c'était en fait son amant. Et voilà. Donc ça jette un petit froid quand même. Ça jette un petit froid. Mais quel rapport avec le divorce du coup ? Le fait qu'ils avaient des amants... ça entretenait le couple. En tout cas, en 69... non, c'est plutôt ce qui a mené à leur séparation. Elle précise plutôt que... et il y a eu aussi la mort de son amant a cassé quelque chose. Et du coup, il y a eu un déséquilibre. Voilà. Et donc, ils ont fini par se séparer avec son ex-mari. Bon, justement, quand même, ce froid jeté donne l'occasion à Jean-Louis de dire qu'il est tard. Et il demande où est neige plus là. C'est ça. Non, il neige toujours beaucoup, mais du coup il demande où est la chambre d'amis. Ah. Et là, quand même, plot twist, comme sur ton t-shirt, Samia. Maud lui dit qu'il n'y a pas de chambre d'amis. Je suis désolée, mais c'est un prédateur cette femme. Il est scotché, Jean-Louis. Il est bouche bée. Non, ça c'est grave. C'est grave. Donc ouais. Elle lui propose de la rejoindre dans le lit. Oh non. Ça le fait sourire quand même. Mais il hésite encore et encore. Il n'ose pas. Il prend une couverture. Elle lui demande d'aller éteindre les lumières. Pendant ce temps, elle retire sa chemise de nuit. J'avais dit tout à l'heure qu'elle aimait dormir à poil. C'est vrai. Voilà. Elle nous l'a dit, elle a prévenu. Elle a prévenu. Il s'enroule dans sa couverture et il va se mettre sur le fauteuil. C'est assez ridicule. Il a une sorte de grosse couverture en peau et il est comme ça dans le fauteuil. Elle le regarde en souriant, elle lui dit qu'il est idiot. Putain. Et alors là... Elle est horrible, c'est vrai. Elle est horrible, cette meuf. Il se lève et il va s'allonger à côté d'elle, enroulé dans sa couverture. Et il lui dit bonne nuit, elle éteint. La nuit est passée, on est au petit matin. Il se réveille à côté d'elle. Et là, il sort de sa couverture, il se glisse dans les draps. Elle sent qu'il bouge, donc du coup, elle se met contre lui. Il lui caresse le visage. Ils s'enlacent tous les deux, ils s'embrassent. Et puis d'un coup, Jean-Louis la rejette. Oh non mais, il me saoule. Là, ça la saoule vraiment. Elle se lève, elle fonce vers la salle de bain. Là, il essaye de la rattraper et elle dit « Non, j'aime bien les gens qui savent ce qu'ils veulent.
Ah non, mais là, en fait, tout le monde me saoule dans cette histoire. Je sais pas qui m'énerve le plus. Elle claque la porte, elle rentre dans la salle de bain. Enfin, alors, dans le sens inverse plutôt. Elle rentre dans la salle de bain, elle claque la porte. Lui, il remet sa cravate, sa veste, ses chaussures. Il s'en va. Et elle sort juste avant qu'ils partent vraiment de l'appartement. Ils se disent au revoir. Et elle insiste pour qu'ils viennent faire une balade en montagne l'après-midi, avec Vidal et une amie. Ok. On est fini, en tout cas, de la nuit chez Maud, mais le film n'est pas terminé. Mm-hmm. Trintignant reprend sa voiture, il neige, il repasse chez lui, il change, et puis il va au café où ils ont rendez-vous pour la balade l'après-midi. Et là, l'ami, pendant qu'il est... Non, c'est pas à ce point-là. Ah, je me suis dit, mais oui, ça a été une énorme coïncidence. Non, là, simplement, pendant qu'il est au café, il voit la blonde passer en Solex, et du coup, il lui court après. Okay. Et là, il l'aborde. Elle voit qui il est, parce qu'ils se sont vus à l'église. Bon, elle est un peu fuyante, mais Trintignant, là, il est beaucoup plus sûr de lui qu'avec Maud. Alors, il y a aussi peut-être l'âge qui joue, des trucs comme ça. En tout cas, il est à l'aise, en fait. Et aussi, il est conforme à ses principes, donc il a pas d'hésitation, il essaye de la séduire. Et elle a l'air un peu charmée. Et il lui donne le rencard le lendemain. Cut sur la balade en montagne, et là, il est très tendre avec Maud. Ils sont dans la neige. Il dit qu'il est bien avec elle, carrément, ils s'embrassent. Attends, Jean-Louis. Mais qu'est-ce qui lui arrive là tout d'un coup? D'un coup, il est libéré. Et en plus, il y a Vidal qui est là. Alors, Vidal, il est un peu plus loin dans la balade avec sa copine à lui. Mais il est chelou, ce type. Hein. Après, chez Maud, il jouait à l'extérieur. Enfin, il jouait au domicile de Maud. Là, peut-être qu'il est plus libéré parce qu'il est dans un endroit neutre. Oui. C'est moins intimidant, peut-être. Et surtout, en fait, et justement, d'ailleurs, vous allez voir le truc super chelou qu'il lui dit. Après ce baiser, il lui dit que c'est un baiser purement amical. C'est du negging, en fait. C'est une technique de drague où tu rabaisses la femme en même temps que tu lui montres que tu t'intéresses. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Un baiser amical, mais il se fout de la gueule de qui, quoi. Maud fait une fois de plus référence à la blonde. Elle a bien analysé qu'il y avait une blonde dont il était amoureux. Mais comme depuis le début, il prétend qu'elle n'existe pas. Et là, en blaguant, Jean-Louis demande à Maud si elle voudrait pas l'épouser. Il se dit, ça serait bien qu'on se marie, en fait. Il est en roue libre. Mais en blague ou en... Alors, il le dit sur le ton de la blague. Enfin, dans tous les cas, ça se dit chaud. pas, mais... Et elle répond aussi, c'est vrai, c'est quand même sur le ton de la blague. Il n'y pense pas du tout sérieusement. Et elle a bien compris qu'il n'y pense pas sérieusement. Et d'ailleurs, elle répond en plaisantant qu'elle ne répond pas aux conditions. Elle est ni blonde, ni catholique. Et elle a bien compris que lui, c'était ça qu'il cherchait. Mm-hmm. Et ils se serrent dans les bras l'un de l'autre. Bon, ils rentrent en voiture. Jean-Louis va jusqu'à raccompagner Maud chez elle. Ils font un peu la cuisine ensemble. Elle lui dit qu'elle va quitter Clermont dans 1 mois et aller à Toulouse. Et il continue à flirter. Il sait, en fait, maintenant il est totalement convaincu qu'il ne se passera rien avec Maud. Il est libéré de ça et du coup, il arrive à être plus un peu flirty, machin avec elle. Bon, ce qui est... on peut aimer ou pas, quoi. Ouais. Plutôt pas, d'ailleurs. C'est bizarre. C'est des signaux très contradictoires, en fait. Ouais. Mais je pense qu'elle a aussi compris ça maintenant. Oui, de toute façon, elle a dit compris. qu'elle allait partir. Voilà. De toute façon, ce qu'elle attendait, ce qu'elle voulait de lui, c'était juste une nuit d'amour comme ça, quoi. En fait, pour moi, elle a toujours été quand même assez nette sur ce qu'elle voulait et elle l'a jamais forcé ou quoi que ce soit. Et c'est lui qui est vraiment allé très très loin dans on va presque le faire et il la repousse au dernier moment. C'était vraiment pas cool. Enfin, non, pas moi, cool. je suis plus team Maud quand même s'il faut choisir. Là, vraiment, il l'a allumé. Je sais que le terme est pas ouf, mais vraiment littéralement, il l'a allumé le matin. C'est ça. C'est horrible. Bon, donc là, il lui avoue finalement qu'il y a quand même bien une femme. Et ils se font la bise avant de partir. Ils disent qu'ils vont s'appeler, qu'ils vont garder contact. Là, il est en voiture de nuit, il retombe sur la blonde. Il propose de la raccompagner en voiture. On apprend qu'elle est étudiante en biologie et elle vit dans une maison avec d'autres étudiants qui en ce moment sont en vacances parce que c'est les fêtes de Noël. La différence d'âge est quand même problématique. Oui. Il la raccompagne dans la maison. Il n'y a personne d'autre dans cette maison. Et là, il galère un peu à cause du verglas, à tel point qu'il bloque la voiture en plein milieu de la route. Okay. Heureusement, ils sont plus très loin de chez elle, donc ils peuvent finir à pied. Mais comme il y a de la place dans la maison, elle l'invite à dormir. D'accord. Ils sont dans sa chambre, elle lui propose du thé. Tous les deux flirtent un peu doucement. Elle a une croix au-dessus de son lit. Ah. Oh bah, il n'en fallait pas plus pour le faire bander. C'est ça. Il lui dit à un moment qu'elle est très janséniste.
c'est sa phrase C'est sa punchline. d'accroche. Mais ça veut dire quoi? Enfin, est-ce que... Le jansénisme, c'est le rigorisme moral, c'est d'être très... D'accord, c'est pas un truc plus précis que ça. Non, ils le disent sous cet ordre-là. D'accord. Ouais. Elle dit que non. Et elle va lui montrer la chambre du coup d'un autre étudiant dans laquelle il va pouvoir dormir. Ok. Il trouve un bouquin dans la bibliothèque, ça donne l'occasion de faire un plan Romer sur la couverture. C'est De la vraie et de la fausse conversion de Léon Brunschwig chez PUF. Ils sont fun, hein, ces étudiants. Elle, c'est en biologie, c'est ça qu'elle étudie. Okay. Ouais. Et il veut s'allumer une cigarette. Alors il fouille un peu partout dans la chambre pour essayer de trouver des allumettes, il n'en trouve pas. Donc il sort de sa chambre, il voit la lumière derrière la porte de Françoise. Il va dans sa chambre, elle est au lit, un peu gênée qu'il ait tenté ce move de revenir dans sa chambre après qu'elle se soit couchée. Au cas où c'était un move, on ne sait pas trop comment l'analyser, enfin tout est possible. Et lui demande des allumettes, et puis finalement il retourne dans sa chambre. C'est le matin, elle frappe à sa porte pour le réveiller, elle lui dit que c'est l'heure d'aller à la messe, on est dimanche. Elle est très joyeuse. Et puis ils ont une petite conversation, il s'approche d'elle près du mur, et il se penche pour l'embrasser, mais elle se dérobe un peu. Et il est très rapide, parce que, comme on a dit, il a un peu fait tout le truc dans sa tête. Il lui dit « Françoise, vous savez que je vous aime ?» Elle dit « Vous ne me connaissez pas ?» Oui. Et lui, il dit « Je me trompe jamais sur les gens. » Elle dit « Je peux vous décevoir ?» Et il ne me dit pas ça. Donc on est dans un truc très... Il fait tout dans sa tête tout seul, quoi. Moi, j'aime pas trop le truc, en plus, de tu tombes amoureux d'une femme à qui t'as vraiment quasiment pas parlé. Ouais. C'est comme si, en fait, t'aimes l'image de la femme, mais ça montre que t'as pas trop envie de la confronter à la réalité. Ouais. Et c'est bizarre, non? On est d'accord? Ouais, je suis d'accord. Et il y a un moment dans le film, alors je sais plus à quel moment est ce dialogue, et je crois qu'il est avec Maud, où il parle de ses critères. À l'époque, il n'y avait pas Tinder et tout, mais il plaisante en disant qu'il pourrait peut-être rencontrer quelqu'un par petites annonces. Ah oui. Il dit « Ah, pourquoi pas, machin ». En fait, parce que justement, ça va dans sa logique de... Il y a des critères... Et en fait, il se fabrique un peu sa femme, quoi. Enfin, mais là, les critères qu'il a pu observer, ils sont juste physiques. Oui, elle est blonde. Et catholique. Le fait qu'elle soit catholique et qu'elle réponde à une sorte d'idéal moral. Mais justement, cet idéal moral va avoir une grosse importance dans la suite du film. Ok. Mon cut, on est à la messe, ils écoutent, ils ont l'air assez émus tous les deux par le prêche. Là, on va enchaîner des séquences un peu elliptiques. Cut, Jean-Louis sort de l'usine. Il essaie d'appeler Maud au téléphone, elle ne répond pas. Donc il a fait quand même la démarche d'essayer de reprendre contact, mais elle ne répond pas, elle bosse, elle est sûrement à Toulouse, où elle va bientôt y aller. Cut, il est dans les rues de Clermont avec Françoise, et là il tombe sur Vidal. Et en fait, Vidal et Françoise se connaissent, visiblement. Et là, le regard un peu fuyant, elle est un peu perturbée. Et franchement, on a l'impression que Vidal, il connaît toutes les étudiantes de Clermont. Ça m'étonne pas de Vidal, ça. Il raconte qu'il est allé à Toulouse avec Maud et qu'elle va bientôt partir. Donc, elle n'est pas partie à Toulouse encore, mais elle va vraiment incessamment sous peu y aller. Et là, Françoise, elle a vraiment l'air très gênée pendant cette conversation. Ils se disent au revoir, et puis Jean-Louis demande à Françoise comment elle connaît Vidal, mais elle est toujours un peu fuyante. Vous avez des théories Ils ont couché ensemble. Il l'a dragué, en tout cas, à un moment. Ouais. On peut penser ça. Peut-être, Hugo, si tu te rappelles, il ne faut pas le dire. Peut-être j'irais des réminiscences. Ouais. Là, je vais faire une hypothèse, mais ça se trouve, c'est le vrai truc. Donc ne spoilons pas. Cut sur les hauteurs de Clermont, sous la neige, beau décor. Trintignant tient Françoise dans ses bras. Elle est un peu contrariée. Et il lui demande de l'embrasser, mais elle se dérobe. Il y a un truc qui la préoccupe. Et elle lui avoue qu'elle a eu un amant. Enfin, elle précise qu'elle en a eu un récemment, qu'elle l'aimait. En revanche, elle dit que Jean-Louis ne le connaît pas, que c'est pas Vidal. D'accord. Elle précise que c'est pas Vidal, que c'est un homme marié. Et ça la met mal. Elle a peur que ça la dévalue à ses yeux, qu'elle a eu une histoire avec un homme marié, puisqu'il a l'air d'être très porté sur le mariage, sur les principes et tout. Tous pareil, c'est janséniste, franchement. Il la rassure, Jean-Louis dit qu'il l'aime pas moins, ou il la respecte pas moins pour ça. En fait, il dit qu'il est même content. Parce que il se sentait gêné vis-à-vis d'elle, d'avoir eu des aventures dans son passé, lui-même. Et comme ça, il se sent plus à égalité. Et il ajoute que le matin même de leur rencontre, le jour où il est allé l'aborder, il sortait de chez une fille et qu'il avait couché avec elle. Ce qui est faux, parce qu'il n'a pas couché avec Maud. Pourquoi il raconte ça? Il lui dit ça. C'est un menteur, en fait. Il lui dit ça, il lui ment pour la rassurer, quoi. Ouais, principe moraux, bravo. Ouais, je suis d'accord. Les cathos, faut... Bah oui, hein.
Pas les derniers à mentir. Alors, elle demande de ne plus jamais parler de tout ça. Et là, on a un fondu au noir qui va nous amener à l'épilogue du film. On est sur une plage des années après. Trintignant marche devant, Françoise est derrière avec un petit garçon. Et là, Jean-Louis croise Maud. Et alors, en plus, en fait, nouveau plot twist, Maud et Françoise se connaissent, visiblement. Alors, est-ce que l'homme marié, c'était l'ex-mari de Françoise, de Maud ? Toi, t'as percuté plus vite que Jean-Louis. Parce que... Mais en tout cas, très bonne intuition. Bon, ils ont une conversation. Maud reproche à Jean-Louis de ne pas avoir donné de nouvelles, de ne pas avoir envoyé de faire-part, parce qu'elle analyse bien qu'ils se sont mariés, qu'ils ont eu des enfants. Enfin, ils ont eu un enfant, pardon. Ils discutent un peu tous les deux. Et elle réalise aussi que la blonde catholique en question à l'époque, c'était elle qu'elle connaît, du coup. Comme tu dis, elle connaît bien. Elle connaît bien, très bien. Enfin, en tout cas, elle a eu un rôle dans sa vie à elle, quoi. Puisque c'était probablement la maîtresse de son ex-mari. Maud lui dit qu'elle s'est remariée, mais que ça va pas terrible. Attends, juste, c'est combien de temps après ? C'est indiqué ou pas ? Je vais le dire. D'accord. Elle lui dit que ça fait... en fait, tu peux un peu le jauger au petit garçon, mais bon. Ça fait plaisir de vous revoir. C'est vrai qu'ils vous voient toujours. Et effectivement, elle dit « ça me fait plaisir de vous revoir, même si c'est pour apprendre que... » Et elle termine pas sa phrase. Elle lui dit pas ce qu'elle vient d'apprendre, en fait. Oh. Et il s'en va en lui disant « peut-être à dans 5 ans », ce qui suggère que ça fait à peu près 5 ans. Donc là, on est dans cette situation. En fonction des spectateurs, on peut avoir percuté plus ou moins vite. Jean-Louis, il n'a pas encore vu tout ce qui s'était passé parce qu'il n'a peut-être pas analysé les regards, les non-dits et tout ça. Et donc, on arrive à la fin du film. Françoise est assise sur la plage. Elle est très contrariée parce qu'elle elle a réalisé aussi plein de choses. La caméra reste sur elle pendant que Trintignant parle. Et il débriefe un peu la conversation qu'il va avoir. Il dit « Ah, c'est bizarre, je ne savais pas que vous vous connaissiez ». Il lui avoue que c'était de chez Maud qu'il sortait le matin de leur rencontre. Et puis, on a une conclusion en voix off. Je vais vous lire cette conclusion en voix off. Il dit « J'allais dire, il ne s'est rien passé ». En fait, il allait lui contredire son mensonge de l'époque. Mais il dit « J'allais dire, il ne s'est rien passé » quand tout à coup, j'ai compris que la confusion de Françoise ne venait pas de ce qu'elle apprenait de moi, mais de ce qu'elle devinait que j'apprenais d'elle. Et que je découvrais en fait en ce moment, et seulement en ce moment. Et je dis tout au contraire, oui, ce fut ma dernière escapade. Donc en fait, toute leur relation, leur mariage, repose sur ce mensonge moral du fait que, pour qu'elle ne culpabilise pas, et il lui a menti sur le fait que lui aussi avait fait quelque chose contraire à ses principes. Voilà. Et donc quand même, ça réconforte beaucoup Françoise, qui retrouve le sourire. Et ils sont heureux tous les trois, avec le fils, et ils courent vers la mer. C'est la fin du film. Voilà, mais attends, quel est le rapport du coup entre Françoise et Vidal ? D'où ils se connaissent alors ? En fait, tout simplement, Vidal, c'est le très bon ami de Maud. D'accord, donc en fait, il savait, il devait savoir que la maîtresse de l'ex-mari de Françoise, c'était... Ok. Alors, Samira, qu'est-ce que t'en as pensé ? Eh bah, dis donc, c'est intéressant parce qu'en fait, tout se passe sur 2 jours. Enfin, une nuit, 2 jours. Ce que j'aime bien dans ce film, c'est le fait que ce soit plein de petites choses à analyser, des mots, des expressions du visage, etc. Parce qu'on est vraiment sur un moment tellement microscopique dans la vie des personnages. Je trouve ça pas mal. Je pense que, oui, il y a le côté, ce qu'on a dit, un petit peu problématique des personnages à différents moments, en fait. Ça, c'est pour plein de raisons. Voilà. Après, c'est l'époque. Mais bon. Pour moi, c'est l'époque. Et il y a un autre truc, c'est que déjà, le film est pas particulièrement en adhésion avec l'un ou l'autre des personnages. Et que justement, tout le truc est de se questionner sur les personnages et aussi sur comment nous, on aurait réagi, etc. Oui, parce qu'en fait, donc c'est vraiment un film, c'est ça, sur les principes moraux et sur ce principe moral de l'engagement, etc. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant. Je pense que c'est un film qui pourrait me plaire, je pense. Même si ça a l'air très lent, etc. Je pense que ça pourrait me plaire. Ça m'a donné envie de le voir. Toi, Hugo, t'en avais un bon souvenir, ça t'a rafraîchi la mémoire? Ouais, mais c'est marrant parce qu'en fait, il se passe rien, finalement.
Manu chez Maud, c'est juste lui qui dort chez elle. Et moi, j'avais le souvenir qu'il couchait avec elle. Donc, c'est marrant. Mais peut-être parce que je me souvenais du dialogue un peu long et un peu lancinant sur ce thème-là. Mais c'est vrai, et des très nombreuses hésitations. Et moi, je trouve que... Bon, là, je commence à l'avoir vu vraiment pas mal de fois. Donc maintenant, je sais très bien qu'il couche pas avec elle. Mais à mes premières visions, à chaque fois, j'avais à nouveau le doute. En fait, je me souvenais plus s'il le faisait. Et en fait, il est tellement proche de vraiment le faire que à chaque fois, quand tu le revois, tu te dis attends, mais il y va pas, je sais pas. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'à quel moment est-ce que tu as franchi la ligne morale ? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est quand il y a vraiment eu un acte sexuel ou est-ce que c'est le fait d'avoir dansé autour du truc pendant un bon moment ? Je sais pas. Ouais, et l'autre truc que je trouve intéressant, c'est justement, et ça, je voulais vous demander si ça vous est arrivé dans votre vie, mais comme tu dis, c'est un événement microscopique dans sa durée, mais très important dans la vie des deux personnages. C'est-à-dire que 5 ans après, ils se souviennent de tous les détails de ce qui s'est passé cette nuit-là. Et est-ce que vous, il y a des moments dans votre vie, des trucs que vous repassez parfois ? Oui. Moi, je suis quelqu'un qui analyse énormément. Ouais. Je suis aussi quelqu'un de très anxieux, donc j'ai tendance à me refaire des films de ce qui s'est passé en me disant mais qu'est-ce que j'ai dit à ce moment-là, et je me refais des conversations entières avec les expressions du visage de la personne en face, etc. parce que je suis assez observatrice. Et donc, oui, je pense qu'il y a des moments un peu marquants dans la vie comme ça. Mais c'est vrai que c'est comme dans un film. Il y a des moments sur lesquels on s'attarde, des moments qui passent plus vite. Et en fait, c'est exactement, dans nos vies, c'est ça tout le temps. Et il y a des moments dont on garde des souvenirs très forts, alors que peut-être c'est assez insignifiant pour quelqu'un d'autre. Et pour nous, c'est très important, quoi. En fait, dans son cas, c'est pas si insignifiant que ça, parce que cette nuit, elle induit un mensonge qu'il fait à sa future femme, et un mensonge qui va porter toute sa vie. Et en fait, moi, à titre moral, en fait, baser un couple sur un mensonge aussi petit soit-il, ça me paraît compliqué à tenir sur la durée. Il y a une autre question morale, c'est la raison du mensonge. C'est-à-dire qu'en fait, il fait ce mensonge pour qu'elle se sente bien, quoi. Il y a un truc comme ça, quoi. Ouais. Mais c'est une question ouverte, c'est ça qui est intéressant, c'est que la dernière question que pose le film est très ouverte, et tu peux... tous les avis se valent, et c'est ça qui est intéressant, Donc voilà, alors moi, clairement, c'est un film que j'aime beaucoup, qui repose énormément sur les dialogues, donc est un petit peu difficile à raconter, qui, à mon avis, se voit très bien, même quand on connaît toute l'histoire, notamment parce que ça repose beaucoup sur l'interprétation. Et vraiment sur l'interprétation, en fait, je trouve le film incroyable, parce qu'à la fois, les personnages vraiment parlent comme des livres, enfin, c'est vraiment surécrit par moments, mais j'arrive pas à me dire que c'est des acteurs, en fait. Enfin, vraiment, quand je vois le film, je crois, mais à 1000% à ces personnages. Dedans, en fait, et pourtant, Trintignant, je l'ai vu dans plein d'autres films et tout, et le Trintignant de Ma nuit chez Maud, pour moi, c'est ce gars qui a cette morale-là et qui se comporte comme ça. Mais vraiment, je trouve ça extraordinaire, la prestation des acteurs dans ce film. Oui, c'est marrant, parce qu'en plus, si c'est très écrit, ça pourrait faire vraiment fake. Et il y a des films de Rohmer qui sonnent un peu plus faux, notamment parce que dans beaucoup de ses films, il travaille avec des comédiens pas forcément professionnels. Et il y a quelques comédiens qui ont vraiment fait carrière en dehors du cinéma de Rohmer. Une des personnes qui a été le plus révélée par Rohmer, c'est Fabrice Lucchini, par exemple. Mais il y a aussi assez souvent des gens qui n'ont fait quasiment que des films de Rohmer. Donc en plus, ils parlent comme dans les films de Rohmer. Donc il y a un truc. Mais par contre, Trintignant, c'est un acteur que je trouve vraiment prodigieux et qui apporte un truc dans ce film qui me sidère, quoi. Et je trouve que ça vaut le coup de le voir, juste pour voir ce qu'il fait dans ce film-là. Super. Bref, merci à Axel à la technique, merci Samia et Hugo d'avoir suivi le récit de ce film jusqu'au bout, ainsi qu'aux auditeurs d'avoir écouté cet épisode de Calmos le podcast. J'espère que ça vous aura donné envie de découvrir des films de Rohmer, et ce film en particulier. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé sur YouTube, mais aussi le saviez-vous sur Spotify. On peut laisser des commentaires sur Spotify. Pensez, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner sur votre appli de podcast préférée. Si vous avez aimé, pensez à mettre un like sur YouTube et 5 étoiles sur Apple Podcast. Et puis, si vous aimez ce qu'on fait en général, vous pouvez aussi nous suivre partout sur les réseaux et nous soutenir sur tipeee.com/calmos, comme le font d'ailleurs tous ceux dont les noms apparaissent à l'écran. Allez écouter bien sûr Samia dans le Love Gang tous les jeudis. Les liens sont en description ou dans les notes de l'épisode. On revient très vite avec un nouveau film à raconter. Des bisous. Merci. À bientôt.